Bonjour à tous. Comment le jeu peut-il être au service du développement durable? C'est avec Alexandre Duhart, le fondateur de l'Eco Game Lab, que nous explorons ce sujet. Je vous souhaite une bonne écoute. Donc, bonjour Alexandre Duhart, bienvenue sur Homo Ludens. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie? Bien sûr. Merci déjà de m'inviter dans ton podcast, Mathieu. Donc, je m'appelle Alexandre Duhart. Après des études en sciences de l'environnement, qui me destinaient plutôt à être ingénieur, et quelques expériences professionnelles, j'ai décidé de fonder Eco Game Lab. C'est une agence de gamification qui aide divers acteurs à utiliser tout ce qui est mécanisme ludique, tout ce qui est réflexion autour des jeux dans leurs activités pour justement faire de la sensibilisation au développement durable. D'accord, et à quel moment est-ce que tu t'es intéressé au jeu? À quel moment est-ce que tu as eu envie d'associer l'écologie au jeu? Alors, je me suis intéressé au jeu tout petit. C'était une activité qui était très, très prenante, que je partageais avec mes amis, quel que soit l'âge. Je me souviens par exemple de sessions de jeux de rôle un petit peu simplifiés en école primaire, de World of Warcraft au lycée, des moments très, très sympas et très, très sociaux partagés avec des amis. L'idée de d'utiliser le jeu dans le développement durable comme un moyen de communication ou de sensibilisation est venue dans la suite logique de ça. Quand on voit tout ce qu'on peut faire dans les jeux, tous les messages qu'on peut faire passer, ça me paraissait tout à fait logique d'utiliser les jeux pour combler les problèmes de communication et de pédagogie qu'on avait dans les activités auxquelles j'ai pu prendre part. Typiquement, j'ai travaillé dans la sensibilisation autour d'une résidence HLM qui venait d'être rénovée pour impliquer les nouveaux locataires et leur faire comprendre les nouveaux usages du bâtiment. Et finalement, on voyait bien que les méthodes de communication classiques ne fonctionnaient pas très bien, alors que justement le jeu a quelque part un super pouvoir, permet de toucher plus facilement les gens, de plus facilement passer des messages, et du coup, c'était la suite logique de créer cette activité pour mixer à la fois le côté jeu et le côté développement durable. Est-ce que tu peux peut-être nous rappeler ce qu'on met derrière le terme développement durable? Alors oui, alors la définition établie du développement durable, c'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Actuellement, le développement durable est, je pense, quelque chose de très présent dans la tête des gens. Il y a toutes les problématiques liées au réchauffement climatique, il y a beaucoup de débats. En ce moment, il y avait notamment Greta qui passait je crois que c'était à l'Assemblée À nationale. l'Assemblée, ouais. Euh, du coup, l'idée de développement durable, c'est un petit peu le terme qui est le plus connu, donc le plus facile à utiliser. Mais en soi, l'idée, c'est vraiment de penser autrement nos modes de fonctionnement, nos usages en général, nos services, et de réduire l'impact qu'il y a sur le climat. Alors, tu nous as parlé de l'utilisation du jeu pour sensibiliser, la communication avec l'exemple sur la résidence HLM qui a été rénovée. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres manières d'utiliser le jeu Ouais. devant, pour sensibiliser au développement durable ou pour communiquer autour de ça? Effectivement, il y a pas mal de façons différentes d'utiliser le jeu. Une que je trouve particulièrement intéressante, c'est que ça permet de rendre acteurs les citoyens, par exemple, qui vont jouer à un jeu, qui sont pas forcément dans cette position-là sur les sujets du développement durable, vu que c'est des sujets relativement techniques, peut-être rébarbatifs. Et du coup, les rendre acteurs grâce au jeu, ça va permettre de changer leur regard aussi sur les différentes thématiques qui sont comprises dans le développement durable. Une autre chose qui est assez intéressante avec le jeu, c'est que ça peut permettre de toucher de nouvelles cibles aussi, parce que généralement, on voit bien ça, notamment quand on fait des ateliers de concertation sur, par exemple, à la métropole européenne de Lille, d'où je travaille actuellement. On fait des ateliers de concertation sur la politique autour des déchets. Au final, c'est assez souvent les mêmes personnes qui viennent à ces ateliers-là, c'est des personnes qui sont déjà convaincues, et bah, vu qu'elles sont convaincues, c'est très bien, mais l'idée, ce serait d'aller toucher aussi des personnes qui ne sont pas encore impliquées sur ces thématiques-là. Du coup, le jeu, je pense que c'est un très bon outil pour ça aussi.
Mmh. Est-ce que peut-être, tu aurais des exemples pour, illustrer comment le jeu peut rendre acteurs, les personnes et du coup ton deuxième exemple sur, toucher des nouvelles cibles? Est-ce que tu as des exemples concrets de jeux? Alors, ouais, j'ai effectivement plusieurs exemples de jeux en tête. Alors, dans le fait de rendre acteur, il y a des jeux notamment, type un petit peu jeu de rôle ou, des jeux, par exemple, qui utilisent des technologies comme la réalité virtuelle, qui permettent à la personne de se mettre dans une autre position, de jouer le rôle de quelqu'un. Quelqu'un qui, du coup, aurait, justement peut-être des décisions à prendre ou qui aurait un pouvoir d'action plus important. C'est le cas d'un jeu que j'ai conçu avec, l'association Pôle Énergie, où les citoyens jouent le rôle du ministère de l'énergie, du ministre de l'énergie et de l'écologie, et vont devoir prendre tout un tas de décisions sur les politiques énergétiques du pays. Et du coup, ça place les citoyens, parce qu'ils jouent à plusieurs, ça place les citoyens dans une position d'acteur où ils doivent prendre les décisions et assumer les conséquences de leurs décisions. Et du coup, ils vont pouvoir se questionner sur les politiques énergétiques les plus intéressantes selon leur point de vue. Ils vont pouvoir avoir des avis de citoyens fictifs qui sont dans le jeu. Et c'est tout ça qui va leur permettre de s'intéresser plus au sujet, de gagner en compétences et de pouvoir aussi, une fois sortis du jeu, d'affirmer peut-être de façon plus marquée leurs avis, de prendre part au débat, ce genre de choses. Donc l'idée c'est de passer par le jeu pour renforcer voilà, ce côté je peux agir qui est parfois un peu manquant sur ces sujets-là. Dans le cas de toucher de nouvelles cibles, je pense notamment au jeu Sneaky Cards, la version Je commence aujourd'hui, qui est un jeu de cartes avec des challenges éco-responsables sur chacune des cartes. Et l'idée, c'est que si par exemple j'achetais un jeu de cartes, donc j'en ai 30, 40, je sais plus, quand je fais le challenge, je dois me débarrasser de la carte et la donner à quelqu'un d'autre. Du coup, c'est un jeu qui est très social, parce que forcément, on va donner ça à quelqu'un qu'on croise dans la rue, à un ami, un collègue, et on va le défier de faire à son tour le challenge. Et autant il y a des challenges qui vont être faits par des personnes qui sont déjà engagées, autant ça va permettre de toucher de nouvelles personnes qui ont plus de chances de faire le challenge du fait que ça vienne de quelqu'un qu'ils connaissent, plutôt que si c'est un message un peu descendant, par exemple quelque chose dans le métro, ou un politicien qui annonce qu'il faut, je sais pas, arrêter la voiture, ou je ne sais pas. L'idée c'est que ça permet de passer par des moyens de communication qui sont un peu plus directs et qui sont un peu plus engageants. Donc les sticky cards, par exemple, ça marche très bien. Et ce qui est intéressant, c'est que une fois qu'on a fait ces différents challenges, les cartes circulent donc de personne en personne et on peut suivre ce déplacement sur l'application Sneaky Cards. Et alors par curiosité, est-ce que tu as déjà suivi, les cartes que tu as données? Est-ce que, tu as vu qu'elles se déplaçaient, loin ou? Alors oui, oui, les cartes se déplacent pas mal. Après, forcément, ça dépend un petit peu de à qui on les donne. J'ai un petit peu triché parce que j'ai donné un paquet de cartes à Emilia qui était présente à l'événement Game All Over à Lille. Et elle est repartie en Irlande. Donc forcément, j'ai triché un petit peu à ce niveau-là. Mais sinon, les sneaky cards Je commence aujourd'hui, donc viennent du parc naturel régional de la Vénois, dans les Hauts-de-France, et sont déjà présentes sur toute la France. Il y en a quelques-unes du coup en Irlande, aux États-Unis. Ça bouge un petit peu en fonction des personnes qui font les défis. OK. Est-ce que tu as des exemples de jeux ou d'activités ludiques ratées pour le coup, qui traitent du développement durable? Alors, des exemples ratés, oui, j'en ai vu. Je les ai pas forcément tous gardés en tête. Je me souviens particulièrement, c'était vraiment au début de ma réflexion sur comment utiliser les jeux au service du développement durable. J'étais tombé sur une liste de Serious Games qui contenait un Google Form qui avait été fait, je crois, par le ministère de l'écologie, où du coup on pouvait répondre à des questions sur l'écologie, mais on savait même pas si on avait bon ou pas, et c'était vraiment très très peu interactif. Et donc ça, par exemple, typiquement, c'est pas vraiment un jeu, mais c'est une expérience un petit peu ratée, parce que si on n'arrive même pas à savoir si on a bon ou pas, on peut pas apprendre de nouvelles choses. Après, Mmh. des exemples ratés, bah, typiquement, quand j'ai travaillé avec un partenaire sur un jeu de cartes pour faire découvrir des initiatives des Hauts-de-France éco-responsables,
La première version qu'on avait fait, c'était la première version en tout cas qu'on a testée, c'était un jeu de plateau et on a vu de suite que ça fonctionnait pas, que les gens étaient perdus, le jeu était trop complexe. On avait envie de jouer sur la complexité du développement durable, mais on n'avait pas réussi à simplifier ça suffisamment. Et typiquement, voilà, c'est un exemple raté, mais ça nous a permis d'avancer et d'améliorer le jeu. Du coup, est-ce qu'il y a certaines bonnes pratiques que tu retires de ces expériences que tu peux nous partager? En termes de bonnes pratiques, je pense que ce qui est le plus important vraiment, c'est de bien comprendre quel est le message qu'on veut faire passer et bien définir la cible. Parce que typiquement, si on prend un jeu qui est plutôt destiné à des personnes novices sur, je sais pas, par exemple, le tri des déchets, leur parler directement peut-être d'économie circulaire ou ce genre de choses, ça va peut-être les perdre. Alors que s'adresser à des personnes, par exemple, qui sont très très proches du zéro déchet et leur expliquer via un jeu comment faire le tri, forcément, dans les deux cas, ça va tomber un peu à côté. Je pense que c'est important aussi de bien prendre en compte son budget et du coup de faire quelque chose de qualitatif, quel que soit le budget. C'est-à-dire que si on peut pas sortir un jeu, par exemple, comme Pokémon Go, bah, faut pas partir sur une version Pokémon Go éco-responsable, parce que si le résultat n'est pas attractif, n'est pas fonctionnel, les gens vont tout de suite décrocher du jeu. Donc l'idée, c'est vraiment, on peut faire des choses simples qui fonctionnent très bien avec des jeux de cartes, avec des jeux, par exemple, je crois que quelqu'un avait créé une sorte de jeu des 7 familles, mais avec des éco-gestes. C'est tout simple, mais ça marche très bien. Donc je pense qu'il faut pas forcément aller chercher dans les choses compliquées. Ouais. Dans ce que tu dis, j'ai l'impression qu'il faut trouver un équilibre entre le niveau de connaissance en développement durable ou écologie de la personne, du public cible, et le niveau de connaissance du jeu, enfin en tout cas comment s'ils vont arriver facilement à s'approprier le jeu ou pas, et du coup de jouer un petit peu sur ces deux facteurs. Complètement. Si les gens ne sont pas habitués à jouer, il faut vraiment faire des choses assez simples, voire qui ne ressemblent pas forcément vraiment à des jeux. Typiquement, j'ai dû concevoir une animation pour Amiens Métropole sur les modes de transport disponibles sur le territoire et aux alentours. L'idée, c'était de permettre aux citoyens qui étaient présents d'échanger plus facilement avec les élus, les techniciens, les partenaires autour de ces sujets-là pendant le salon du transport. Et du coup, j'ai fait une animation qui s'inspire beaucoup des jeux de rôle. Donc les gens ont des personnages, donc ils ne choisissent pas pour éviter justement de perdre du temps sur ces éléments-là. Ils ont des personnages, ils savent comment les personnages ont envie de se comporter, ils ont plein d'informations sur les différents modes de transport qu'ils peuvent utiliser, et ils ont une carte du territoire avec tous les modes de transport. Il y a les parcours des trains, il y a les arrêts de bus, etc. Et l'idée, c'est qu'ils vont devoir comparer pour le personnage le mode de transport voiture, qui est celui que le personnage prend de façon classique, et un autre mode de transport pour voir si, selon les critères du personnage, il n'y aurait pas possibilité de quitter la voiture pour un mode de transport plus avantageux. Par exemple, il y a un personnage qui a 40-50 ans, qui est directeur d'entreprise, qui, pour lui, son critère, c'est clairement pas une question d'argent, c'est vraiment une question de productivité. Le problème, c'est que, du coup, il vient d'assez loin sur Amiens, parce qu'il a une belle maison à la campagne, et il se dit finalement, la voiture, je suis pas très productif, je passe quelques coups de fil, mais c'est pas terrible. Est-ce qu'il n'y a pas un mode de transport qui me permet d'être plus productif? Du coup, les gens vont analyser la situation pour la voiture, imaginer une autre solution via leur connaissance du territoire, et vont comparer ça. Ils font ça en équipe, et du coup, c'est quelque chose qui se rapproche un peu du jeu de rôle, mais vraiment simplifié. Et j'ai réussi à faire collaborer à la fois des étudiants avec des personnes retraitées. Il y avait des élus, il y avait des techniciens, il y avait des personnes qui étaient plutôt des partenaires, par exemple de la SNCF, etc. Et tout le monde, au final, a réussi à trouver un terrain d'entente, hein, a pu discuter facilement, échanger sur leur connaissance du territoire et du réseau via un jeu, alors que je serais parti sur un jeu, par exemple, avec de la réalité augmentée ou même simplement un jeu vidéo, je pense que j'aurais perdu peut-être la moitié des personnes. Hmm. Donc c'est vrai que le support est très très important. Et de quelle manière est-ce que tu développes ces activités? Alors, ça dépend beaucoup du sujet. Généralement, il y a
justement une bonne phase d'appropriation du sujet, à comprendre. Parce que je fais des outils pour des clients qui ont vraiment à chaque fois voilà, un fonctionnement différent, qui ont des thématiques différentes. L'idée, c'est de bien comprendre voilà, quel est le message, les accompagner aussi sur la compréhension de ce qu'est un outil ludique et comment l'utiliser. Parce que forcément, c'est pas forcément quelque chose de très connu. C'est peut-être la première fois qu'ils veulent utiliser un serious game ou qu'ils veulent voilà, faire un atelier un peu plus participatif, ce genre de choses. Donc, l'idée, c'est vraiment de les accompagner sur ces éléments-là. Et ensuite, dans la mesure du possible, commencer petit, faire des tests et faire évoluer le dispositif de cette façon, jusqu'à ce que la version soit suffisamment bien pour être déployée par le client. L'idée, c'est vraiment de faire un process itératif, c'est ça qui permet de réussir. Alors forcément, avec l'expérience et quand il y a très peu de budget, on peut accélérer un petit peu les choses et voilà, prendre des raccourcis parce qu'on sait à peu près les choses qui ont plus de chances de marcher. Mais dans les faits, il faut tester pour être sûr que la thématique va bien coller avec le public cible, etc. Enfin, c'est très, très important. Et du coup, la fin, généralement, c'est plutôt formation des futurs animateurs quand c'est un jeu qui est animé, ou par exemple rédaction d'un guide pour modifier, je sais pas, le contenu, enfin voilà, ce genre de choses. L'idée, c'est que après avoir travaillé avec moi, que les clients puissent être suffisamment autonomes pour modifier l'outil s'ils ont besoin. Dans ce que tu dis, il semble que les clients qui font appel à toi sont pas toujours convaincus par le dispositif jeu. Est-ce que tu remarques un intérêt croissant de la part des entreprises Alors, pour le jeu? alors clairement, alors c'est vrai que déjà il y a des personnes qui m'approchent mais qui sont pas pleinement convaincues de, de l'usage du jeu ou des outils ludiques en général, mais quand ils testent, généralement les résultats sont là et du coup ça les convainc bien. Après effectivement, je pense que c'est important de continuer à montrer que ça marche en faisant des exemples, des retours d'expérience, en invitant d'anciens clients à présenter justement leurs ressentis dans ce genre de projet. Mais clairement, depuis que je commence à réfléchir à ces sujets, je vois bien que il y a de plus en plus d'entreprises, d'associations, de collectivités qui se disent le ludique, c'est ça qui va marcher en fait. Parce que le reste, justement, jusqu'ici, les moyens de communication plus classiques, les moyens d'animation plus classiques ne fonctionnent pas. Il faut quelque chose en plus, et c'est vrai que du coup, le jeu vient de plus en plus combler ce manque-là. Alors, tu nous as parlé de beaucoup de supports de jeux différents que tu Mhm. sembles utiliser. Le jeu de rôle, les cartes, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Est-ce que c'est juste? Est-ce que tu utilises un peu toute cette palette-là? Le jeu de plateau peut-être aussi? Alors, effectivement, en fonction des besoins, les supports peuvent être très variés. Alors, dans le cas des jeux de plateau, donc à part l'échec entre guillemets sur la première version d'un jeu de cartes que j'avais fait, j'en ai pas refait récemment, mais par exemple, Aurélien qui a été aussi interviewé dans ce podcast de Prismatic a travaillé sur un jeu de plateau mettant en avant tout ce qui était citoyenneté mondiale et objectifs du développement durable pour une structure lilloise. Je sais très bien que c'est un, un format qui fonctionne bien. L'idée à chaque fois, effectivement, c'est de trouver ce qui va coller à la demande, tout simplement. Mmh. Donc c'est en fonction du besoin du client qu'un support sera plus adapté qu'un autre. C'est ça. Est-ce que tu est-ce que tu as des guides à nous donner pour, savoir, vers quoi se diriger en fonction d'un besoin? Est-ce qu'il y a des supports qui sont plus, efficaces que d'autres dans certains cas? Typiquement, je dirais que tout ce qui doit être animé, notamment parce que, par exemple, il est nécessaire d'avoir quelqu'un d'un peu expert qui puisse challenger les participants. Je pense que dans ces cas-là, on va beaucoup privilégier des outils plutôt physiques, donc jeux de cartes, jeux de plateau. Si on a un peu plus de budget et qu'on peut se permettre de toucher des personnes un peu plus réduites, on peut partir par exemple sur des serious escape games aussi, c'est une très bonne possibilité. Par contre, si on a envie d'avoir quelque chose qui puisse se faire à distance, les outils numériques sont assez pertinents dans ce cas-là.
D'autres moments où les jeux numériques sont intéressants, ça va être quand on veut quelque chose qui tient sur la durée. Typiquement, Civitime, c'est un jeu en entreprise qui permet d'impliquer les collaborateurs dans la démarche RSE des entreprises, la faire découvrir, les faire monter en compétence sur ces sujets. Et c'est un jeu qui s'anime, enfin c'est un jeu sur application, sur téléphone, qui s'anime entre une et quatre semaines. Donc il faut vraiment un outil numérique parce qu'on ne pourrait pas, je pense, animer aussi facilement des ateliers, par exemple, des jeux de cartes sur une telle durée sans prendre trop de temps par rapport aux autres activités qu'ont à faire les collaborateurs d'une entreprise. Alors que là, c'est une application, les gens peuvent aller dessus, je sais pas, entre 1 et 5 minutes par jour, et ça permet de faire passer des messages de cette façon-là. Ça permet aussi de jouer un peu plus sur tout ce qui est interactivité, progression. Enfin, ça s'inspire voilà, beaucoup des bonnes pratiques autour des applications ou de la gamification. Comment est généralement structuré un atelier que tu animes? Est-ce qu'il y a une période, avant le jeu ou d'explication des règles et généralement après le jeu, on parle beaucoup de débriefing. Est-ce que tu adoptes cette, structure-là aussi? Oui, oui, complètement. L'idée, c'est que généralement, je commence l'atelier avec une présentation de, de l'atelier, tout simplement, un petit peu quels outils on va utiliser, quels sont les objectifs, un peu le timing de l'atelier. En général, j'enchaîne avec un brise-glace qui permet voilà, de faire un peu plus connaissance, de se mettre aussi dans le bon état d'esprit. Ensuite, généralement, du coup, il y a l'atelier en lui-même avec l'outil ludique. Et ensuite, une partie débriefing qui est super importante pour échanger sur ce qu'on a découvert, ce qu'on a appris, partager, parce qu'on n'a pas forcément tous eu la même expérience, notamment quand il y a plusieurs groupes qui sont animés en même temps. Ça va permettre de valider les connaissances aussi. Ça va permettre éventuellement aussi de faire remonter des feedbacks pour améliorer l'outil. Donc la phase de débriefing est vraiment cruciale et c'est super important de prévoir un bon créneau pour faire cette phase-là. Et pendant la session de jeu, quelle est la place, de l'animateur? Est-ce qu'il est en retrait, il laisse le groupe, jouer ou est-ce qu'il est, plus impliqué? Alors, dans mon cas, en tout cas, l'animateur, c'est vraiment un facilitateur, donc il a un rôle un petit peu plus important, notamment au début et en fin d'atelier, pour animer, bah, par exemple, les débats, les retours, etc., ou questionner les gens. Mais pendant la session de jeu, l'idée, c'est effectivement d'être un peu plus en retrait, de laisser la partie, on va dire, se faire et intervenir quand il est sollicité, challenger si besoin, s'il y a des personnes qui sont bloquées, qui n'ont pas compris une étape, ce genre de choses. L'idée, c'est d'être vraiment flexible. Et autant, il y a des personnes qui, quand il manque quelques éléments, qui vont se poser beaucoup de questions, il va falloir vraiment les aider à se décider sur divers éléments. Je pense notamment à l'atelier que j'avais fait pour Amiens Métropole. Autant il y a d'autres personnes qui, s'ils n'ont pas des éléments qui paraissent nécessaires pour avancer dans le jeu, qui vont les inventer, ou qui vont dire, bah voilà, moi je considère que c'est comme ça que ça se passe, et vont très bien continuer la partie et être très autonomes. Donc il y a différents profils, il faut pouvoir s'adapter. On a parlé au début des clients qui font appel à toi, qui sont pas forcément toujours convaincus. Est-ce que dans tes ateliers, tu rencontres aussi des personnes, des participants du coup, qui sont éventuellement, réticentes à jouer tout court, à jouer à des jeux ou, qui sont peu sensibles du coup aux problématiques du développement durable? Et comment les gères-tu du coup? Alors des personnes qui sont peu sensibles aux problématiques du développement durable, ça peut arriver, mais généralement c'est pas un problème dans le sens où c'est pas des personnes qui sont complètement réfractaires, c'est plus des gens qui se sont pas forcément posé des questions, par exemple sur les politiques énergétiques, ils se sont dit bah, finalement que ça les concernait pas tant que ça, et le fait du coup de les impliquer via un outil ludique, ça change leur regard sur ces questions, et du coup il y a, en tout cas j'ai pas vécu de soucis à ce niveau-là. Par contre des personnes qui sont réticentes à jouer, ça peut arriver, c'est très très rare, mais généralement, j'essaye de les convaincre de l'intérêt de participer, que ce soit pour eux ou pour le groupe, de présenter un peu les choses différemment. Parce que c'est vrai que des choses qui paraissent trop ludiques, ça peut parfois bloquer. Typiquement, l'atelier pour Amiens Métropole, où il y avait des publics très très variés, ça ressemblait pas vraiment à un jeu. C'était ludique, mais sans voilà, il n'y avait pas de visuel
qui ressemblent à des Pokémon ou ce genre de choses. C'était vraiment quelque chose d'assez assez sobre, assez fonctionnel. Par contre, si après avoir échangé un petit peu avec ces personnes réticentes à jouer, elles continuent de ne pas vouloir participer, je ne les force pas parce que le jeu, ça reste quelque chose de libre. Si on n'a pas envie de jouer, il n'y a vraiment aucun intérêt. Et de toute façon, enfin, il y a, ça m'arrive aussi avec des amis, par exemple, d'avoir des jeux où j'ai pas spécialement envie de jouer sur le moment, et puis bah, je les laisse jouer et je peux rejoindre à une autre partie ou sur un autre jeu. L'idée, c'est vraiment que faut pas forcer les gens, ce serait contre-productif et ça pourrait gâcher l'expérience des personnes qui, elles, sont motivées. Quel conseil peux-tu donner aux personnes qui souhaitent allier le jeu au développement durable? C'est une bonne question. Ça dépend sur quel sujet les personnes ont envie d'associer le jeu au développement durable. Si jamais elles ont envie de faire des jeux éco-responsables en termes de pratiques de développement, en termes de matériaux, je pense qu'il y a des ressources en ligne. C'est un sujet que je connais un petit peu moins bien. On se pose des questions, bah, notamment avec Aurélien de Prismatic sur le sujet, mais c'est pas toujours facile. Par contre, pour ceux qui ont envie d'utiliser le jeu pour faire par exemple de la communication, de la sensibilisation, je conseille fortement déjà de faire un peu de veille sur ce qui se passe dans ces différents milieux. Il y a certains jeux qui sont assez difficiles à trouver, notamment ceux qui sont produits par des associations qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens de communication. Et pour moi, c'est vraiment important de faire de la veille pour pouvoir mutualiser les outils, que ce soit sur la conception ou sur l'utilisation. Euh, L'idée, c'est vraiment que il y a des jeux qui répondent à des problématiques, à des sujets, mais c'est pas la peine qu'il y ait 5 structures dans toute la France qui fassent un jeu, par exemple, pour sensibiliser au tri. Je pense qu'un seul, ce serait un très bon jeu, ce serait largement suffisant. Et ensuite, le plus simple, je pense que c'est d'échanger avec des personnes qui ont les compétences qu'on n'a pas forcément. Typiquement, j'échange beaucoup avec des gens qui s'intéressent aux jeux pour le développement durable, mais qui savent faire des jeux, mais qui sont pas encore très en confiance, on va dire, sur la façon d'aborder le développement durable. Et inversement, j'échange beaucoup avec des personnes qui sont dans le développement durable et qui ont envie de faire des jeux. Je pense que l'idée, ce serait vraiment d'échanger, de prendre du recul, de Hmm. partager un peu les bonnes pratiques. Et du coup, j'invite quiconque aurait envie de se lancer sur le sujet de me contacter. Nous arrivons du coup à la fin de notre échange. Est-ce qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas abordé et dont tu aimerais parler? Je pense qu'on a à peu près tout abordé. J'aimerais bien juste peut-être faire une petite parenthèse sur le fait que les jeux peuvent être aussi utilisés pour, on va dire, influencer le changement de comportement. Et du coup, sur ce sujet-là, je conseille aux personnes qui seraient intéressées de se renseigner sur la théorie du nudge et sur tout ce qui touche à la gamification de façon plus comment dire, transformation d'outils numériques pour les rendre un peu plus interactifs, un peu plus engageants. Je pense que c'est une autre bonne façon d'utiliser les jeux, qui n'est pas du coup liée à simplement la pédagogie, mais plus voilà, améliorer les expériences autour par exemple le tri ou ce genre de choses pour faciliter le changement de comportement. Hmm. Est-ce que peut-être un petit exemple concret de ce que c'est le nudge pour qu'on puisse visualiser? Alors le nudge, c'est un coup de pouce pour influencer les comportements. C'est très lié aux sciences comportementales. Et un exemple qui est assez connu et qui est plutôt marrant, c'est les mouches qui sont positionnées dans les toilettes masculines pour inciter les gens à bien viser, et du coup à ne pas mettre d'urine à côté. Et ça permet pour un budget qui est vraiment ridicule, parce que c'est juste rajouter une petite mouche dans les cuvettes, ça permet d'éviter énormément de frais d'entretien. Merci. C'est Est-ce voilà que... une petite astuce. Est-ce qu'il y a un jeu que tu souhaites nous recommander, que tu aimes particulièrement ou... Alors, 2 jeux que je souhaiterais recommander, il y en a un qui est pas très écologique, qui s'appelle Gris. C'est un jeu vraiment super beau, qui permet de vivre une expérience, enfin vraiment super. Donc je conseille assez fortement cette petite merveille. Donc gris Et comme la couleur? c'est ça, Gris comme la couleur. D'accord. GRIS, qui est vraiment un jeu super, qui est disponible sur différents supports.
et un jeu plutôt marrant aussi, mais qui est plutôt à thématique écologique. Celui-là, c'est Eco, ECO. C'est un jeu où à plusieurs, on va chercher à faire évoluer le territoire, on va construire des villes, etc. C'est un jeu de survie. L'idée, c'est de développer suffisamment la technologie pour éviter l'astéroïde qui arrive sur notre lieu de vie dans le jeu, mais le faire en respectant suffisamment l'environnement pour ne pas mourir des conséquences d'une surexploitation, par exemple de la rivière, des forêts, ce genre de choses. Donc c'est un équilibre entre la course à la technologie et le respect de l'environnement, et je trouve le concept vraiment super. D'accord. Est-ce que tu connais une personne qui utilise le jeu dans son activité professionnelle et dont tu aimerais entendre le témoignage dans un prochain épisode? Alors j'ai pensé à deux personnes. Alors Julien Alvarez, qui est un chercheur en ludopédagogie et qui intervient souvent pour partager justement son expérience, parce que Julien est présent dans l'écosystème depuis très longtemps. Donc Julien, ce serait super de l'entendre ici. Ou sinon Dorian Tourin-Lebray, qui a fait plusieurs choses dans sa vie, mais qui actuellement est en train de lancer Gaiactica, qui est un escape game sur justement le réchauffement climatique. D'accord, super. Et si on souhaite en savoir plus sur toi, du coup, ou ton travail, l'Eco Game Lab, où peut-on s'informer? Alors il y a deux possibilités, soit directement sur mon site web, ecogamelab.com, où on peut trouver à la fois un peu plus d'infos sur l'activité, mais aussi des articles sur des jeux orientés développement durable ou sur la gamification, parce qu'il y a un blog, une newsletter, et quelques autres petits, il y a un petit quiz par exemple pour tester ses connaissances, et tout simplement sur LinkedIn, où je publie régulièrement et partage des articles qui sont soit les miens, soit ceux d'autres personnes qui sont actives sur tout ce qui est gamification, serious game, ce genre de choses. Ok, bah, merci beaucoup. Merci Alexandre Duhart. Bah, merci à toi de m'avoir invité, et puis bonne continuation pour tous ces podcasts. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de parler du podcast autour de vous. À très bientôt!